Même, alors on va débuter de façon officielle. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre d'information portant sur l'arithmétique au 3e cycle du primaire. Je suis Marianne Coutan, responsable des programmes de mathématiques primaires et secondaires au ministère de l'Éducation. Bon matin, Nathalie Crête, enseignante en prêt de service pour le domaine de la mathématique. Juste aussi peut-être faire un petit clin d'œil aux gens de l'évaluation, Normand Dufour et Isabelle Flibot, qui nous ont donné un coup de main dans la présentation d'aujourd'hui, nous ont aidé à valider le contenu, donner de la rétroaction. Alors, on remercie les gens de la direction de l'évaluation et des apprentissages au ministère de l'Éducation. Donc, je pense que ça fait le tour pour mes petites consignes. On est prête, hein? Alors, la présentation d'aujourd'hui qui porte sur l'arithmétique au 3e cycle du primaire, en fait, peut-être d'entrée de jeu, il faut préciser qu'il n'y a pas de nouvelle progression des apprentissages, il n'y a pas de nouveaux éléments dans la progression des apprentissages. En fait, c'est la même progression que vous connaissez certainement déjà. Alors, ce qu'on veut faire, les objectifs de notre présentation, excusez-moi, Alors, les objectifs aujourd'hui, c'est de présenter les éléments relatifs à l'arithmétique dans la progression des apprentissages en mathématiques au primaire, donner des exemples par rapport aux éléments qui ont été ciblés et faire des liens entre des éléments de la progression. Alors, on va essayer tout au long de la présentation de faire des liens entre différents éléments. Vous avez quelque chose à ajouter avant que je continue? Ça va? Parfait. Alors, avant d'y aller avec la progression, un clin d'œil au programme de formation de l'École québécoise qui est disponible à cette adresse sur le site Internet du ministère de l'Éducation. Alors, le chapitre 6 en ce qui concerne la mathématique. C'est un programme qui est par compétences. Alors, on a d'abord les compétences qui sont définies, nos 3 compétences, les savoirs essentiels, les repères culturels, ensuite les symboles, le vocabulaire et à la toute fin du programme, des suggestions pour l'utilisation des TIC. La progression des apprentissages, quant à elle, vous avez encore là l'adresse pour la retrouver sur le site Internet du ministère de l'Éducation. La progression sur le site, elle est disponible en 2 formats, en format PDF que vous pouvez soit télécharger, conserver dans votre ordinateur ou encore imprimer. Puis, elle est aussi disponible en format HTML. Vous pouvez naviguer, donc ce sont des pages Internet dans laquelle vous pouvez naviguer pour consulter la progression. Alors, qu'est-ce que la progression des apprentissages? C'est un complément au programme. La progression n'est pas venue remplacer le programme, elle est venue le compléter. Et ce qu'on a fait essentiellement, c'est une transposition des savoirs essentiels. Donc, les savoirs essentiels qui étaient dans le programme par cycle, on est venu les détailler un petit peu plus dans la progression en les répartissant par niveau. Alors, la progression des apprentissages, c'est quoi? C'est un outil qui permet à son enseignant, à un enseignant de planifier son enseignement et ses différentes interventions. Et ça permet de situer les apprentissages que doivent réaliser les élèves en fonction de l'année, du cycle et de l'ensemble du primaire. La progression des apprentissages, elle est structurée par champ mathématique. Alors, on a le champ de l'arithmétique, la géométrie, mesure, statistique et probabilité, 5 champs mathématiques. Et à la toute fin de la progression, il y a une section où on donne différents exemples de stratégies cognitives, métacognitives et autres stratégies. Donc, une section fort intéressante. Aujourd'hui, pour la présentation, on se situe dans le champ de l'arithmétique et on va regarder en détail les 3 sections de la progression, les 3 sections de l'arithmétique. Avant de passer à l'arithmétique plus précisément, on a une petite vidéo à vous présenter, vidéo qui est disponible sur la chaîne YouTube du ministère de l'Éducation. Alors, le lien que vous avez à l'écran vous permet de trouver directement la vidéo qu'on va vous présenter ce matin. Donc, c'est une vidéo qui dure 2 minutes 24. Si vous l'écoutez au complet sur la chaîne YouTube du ministère, la capsule vidéo est plus longue que ça, puisqu'il y a aussi des stratégies gagnantes de l'enseignement du français qui vient tout de suite après. Alors, ça peut être intéressant de regarder la capsule au complet. Et sinon, à la fin de la présentation, on a mis le lien vers la chaîne YouTube du ministère, donc pour voir toutes les vidéos qui sont disponibles. Alors, je débute la vidéo à l'instant et on vous revient dans 2 petites minutes.
L'enseignement des mathématiques dans la classe de 3 enseignantes a été analysé et met en évidence plusieurs éléments qui apparaissent potentiellement favorables à l'apprentissage. Entre autres, l'enseignement par problème, où l'enseignante propose des problèmes et des situations-problèmes riches en potentiel de construction mathématique, souvent authentiques, contenant des défis. Grâce à ces situations, ils permettent une compréhension dans l'action en assurant l'analyse des erreurs et une médiation efficace. Ce type d'enseignement favorise continuellement la recherche de solutions différentes et encourage les élèves à en discuter. Par ailleurs, il favorise l'ouverture à la diversité des raisonnements des élèves, permet l'émergence d'une diversité de solutions et offre aux élèves l'opportunité de réfléchir sur les ressemblances et les différences entre ces solutions et sur les aspects cruciaux des raisonnements, ce qui contribue au développement de la pensée mathématique. Autrement dit, dans les discussions, en expliquant à quelqu'un son idée, en écoutant ses arguments et ses raisonnements, on est amené à clarifier sa pensée, et c'est souvent en la reformulant que l'on prend conscience des liens qui se créent dans notre tête. Et c'est ainsi que, grâce aux échanges, on améliore notre propre compréhension et on élargit nos connaissances. De manière générale, l'enseignante commence le travail d'équipe par un travail individuel. Elle insiste sur la compréhension des consignes avant de commencer la résolution du problème. Et elle invite souvent l'élève en difficulté à expliquer sa compréhension des consignes à l'équipe. Enfin, elle amène ses élèves à constater les progrès réalisés en les incitant à identifier les aspects qu'ils ont compris et les points forts d'une démarche, ainsi que les aspects plus faibles à travailler. Elle valorise constamment les réussites et les progrès réels des élèves, tout particulièrement des élèves en difficulté, et le fait savoir à toute la classe, celle-ci étant perçue comme une communauté d'apprentissage. Alors voilà, on est de retour. Je remets la présentation. Alors, ce qui ressortait dans cette vidéo-là, on a essayé de reprendre les principaux éléments qui étaient relevés. Donc, les stratégies gagnantes de l'enseignement de la mathématique, proposer divers problèmes stimulants adaptés au niveau de développement de l'élève, faire participer activement ses élèves, proposer différents modèles ou outils d'apprentissage, favoriser le travail en petits groupes et les interactions verbales, développer le sens des concepts et des opérations, encourager et accepter les stratégies proposées par les élèves et mettre en évidence les multiples stratégies qu'ils utilisent, puis finalement questionner les élèves et les inciter à réfléchir. Alors, vous allez voir que tout au long de la présentation, ces éléments-là qui étaient présentés dans la vidéo et qu'on a remis ici, ce sont des éléments qui vont teinter le reste de la présentation et qu'on va essayer de faire ressortir et mettre en évidence. Alors, pour ce qui est de la progression des apprentissages, la section arithmétique au 3e cycle, comme je disais un petit peu plus tôt, la présentation va être découpée selon les 3 sections de la progression des apprentissages, donc le sens et l'écriture des nombres, suivi du sens des opérations, puis finalement les opérations. Donc, on reprend les mêmes sections que la progression. Et on va venir ensuite regarder dans chaque section, on va donner des exemples, on a ciblé quelques éléments sur lesquels on voulait apporter des précisions. Peut-être que ça vous semble étrange là, que l'ordre n'est pas toujours le même, comme une fraction est en 2e, en 3e. On a respecté l'ordre fidèle de la progression des apprentissages, donc ce n'est pas une erreur, mais c'est de cette façon-là que la progression des apprentissages est faite. Donc voilà, je laisse la parole à Nathalie pour la suite. Alors, on va regarder la légende. Il va falloir, ce ne sera pas long, excusez-moi, il va falloir qu'on grossisse comme on le faisait auparavant parce que je ne vois pas. Excusez-nous, on a essayé une autre façon de faire ce matin et malheureusement, je ne vois pas les écritures. Alors, la légende. La flèche indique que l'élève apprend à le faire avec l'intervention de l'enseignante ou de l'enseignant. L'étoile, l'élève le fait par lui-même à la fin de l'année scolaire. La zone grisée, l'élève réutilise cette connaissance. Dans les 2 premiers éléments que je vais vous présenter, les 2 premiers éléments de la progression des apprentissages, on n'a pas de zone grisée,
mais on verra cette zone grisée un peu plus loin là, pour certains éléments. Alors, un premier élément qui est de compter ou de réciter la comptine des nombres naturels, par ordre croissant, décroissant, par bon. Dénombrer des collections réelles ou dessinées, dénombrer une collection en groupant ou en regroupant, dénombrer une collection déjà groupée. Que veut-on dire par ces deux éléments? Dans un premier temps, compter ou réciter la comptine des nombres naturels, on veut développer l'aspect ordinal du nombre. L'aspect ordinal, c'est comprendre que lorsque je dis 2, c'est le deuxième objet compté. Compter, c'est l'idée de rang dans la suite des nombres qui est en jeu. Alors, l'enfant développe sa connaissance de l'aspect ordinal en développant la relation entre les nombres, un de plus, un de moins, est plus petit que, l'ordre est plus petit que, est plus grand que. Qu'est-ce qui vient avant? Qu'est-ce qui vient après? Il peut aussi compter ou réciter la comptine des nombres à partir de n'importe quel endroit, par bon, etc. L'aspect cardinal, alors le deuxième élément qui est dénombrer des collections réelles ou dessinées, on veut développer l'aspect cardinal du nombre. Le cardinal est la propriété commune à tous les ensembles pouvant être mis en correspondance terme à terme. Dégager l'aspect cardinal du nombre, c'est dégager l'aspect quantité. Que veut-on dire? Dès le premier cycle du primaire, les élèves ont de nombreuses occasions de compter, de dénombrer des collections d'objets. Alors, plus le nombre d'objets augmente, plus l'élève ressent à un moment donné le besoin de faire des groupements. Alors, ça va l'amener à découvrir un système de numération organisé en groupement. Au deuxième cycle, on va voir ce système organisé, un prolongement de ce système organisé, étant donné que la balise des nombres est plus grande. Et graduellement, on veut amener l'élève, par sa compréhension de ce système, à se détacher du matériel et à en avoir une représentation symbolique, comme par exemple, il sait ce que veut dire unité, il sait que dans une dizaine, il y a 10 unités, etc. Pour représenter les nombres de différentes façons, l'élève progresse du groupement vers la valeur de position. Il va utiliser différents matériels utiles au développement de chacun de ces aspects, le groupement, l'échange de la valeur de position. D'abord, au préscolaire, première année et deuxième année, on met l'accent sur le groupement. On va utiliser du matériel au groupement apparent et non accessible. On peut voir 10 unités former une dizaine et que 10 dizaines forment une unité. Par exemple, on a mis du matériel ici, ce sont des exemples. Les jetons, on va les regrouper en 10, on va voir 10 jetons. Ici, quand je regarde les cubes emboîtables, on voit des barres de 10, on voit les 10 unités qui forment la barre de 10. L'accent mis sur l'échange, on va, à partir de la deuxième année jusqu'à la quatrième année, on va utiliser du matériel au groupement apparent mais non accessible. Par exemple, dans le matériel multibase qui forme une dizaine et que 10 dizaines forment une centaine. On ne peut pas les défaire, mais on va procéder à un échange. Par exemple, ma barre de 10, je vais échanger pour avoir 10 cubes unités. Parfois, il y a des élèves qui vont prendre plus de temps à comprendre ce qu'est l'échange. Ici, on a indiqué quatrième année, mais ça pourrait se poursuivre dans certains cas. Troisième, quatrième, cinquième, sixième année, on va mettre l'accent sur la valeur de position. On va utiliser du matériel
des groupements non apparents et non accessibles. Alors, c'est plutôt axé sur la symbolique. On ne peut pas voir 10 unités former la dizaine, mais on le sait, l'élève a développé une bonne compréhension du système de numération organisé qui lui permet de comprendre cette symbolique. Par exemple, le billet de 10 $, on ne voit pas les 10 unités, mais l'élève qui a une bonne compréhension du système organisé le sait. Même chose avec la bague. Par rapport à la fraction, j'attire votre attention, il est écrit à l'aide de matériel concret ou de schémas. C'est pour tout le primaire. On utilise du matériel concret ou des schémas quand on travaille les fractions. Premier élément, représenter une fraction de différentes façons à partir d'un tout ou d'une collection. Ici, le « ou », on le voit plutôt comme un « et » parce qu'on veut que les élèves fassent les deux. Ils représentent les fractions à partir d'un tout et d'une collection. Pour représenter les fractions, on utilise différents modèles. On va parler de modèles de surface, des modèles d'ensemble, des modèles de longueur. Dans les modèles de surface, on retrouve les géoplans, le papier quadrillé, les blocs mosaïques. Les modèles d'ensemble, ce sont tout ce que vous pouvez trouver dans votre classe pour faire ces ensembles. Il y a les jetons aussi. Bon, ici, on a utilisé des crayons. Par rapport au modèle d'ensemble, c'est intéressant aussi, là, on a présenté 2 collections homogènes, mais on peut très bien, mais il faut aussi utiliser des collections hétérogènes. Il y a des modèles de longueur. On a représenté ici un segment de droite et des réglés. J'attire votre attention, je retourne dans les modèles de surface. Ici, on voit la représentation de 1/4, puis ce modèle a été partagé en parties équivalentes. Ici, on parle plutôt de parties isométriques. Alors, c'est important de travailler ces 2 aspects aussi avec les élèves. Les différents sens de la fraction. Ici, l'important, c'est que les enseignants les connaissent. Les élèves n'ont pas à connaître ces sens. L'important, c'est que les enseignants les connaissent et puissent les travailler en classe avec les élèves. On voit qu'il y a des flèches tout au long du primaire. Ces sens-là seront aussi travaillés au secondaire. Alors, que dit la didactique par rapport au sens de la fraction? Un premier sens, on parle de partie d'un tout. Alors, on parle de la relation entre un tout et un nombre désigné de ses parties. Comme on l'a vu tout à l'heure, le tout peut être représenté par différents modèles. Alors ici, on a un modèle de surface. Vous pouvez constater des parties équivalentes. Il n'a pas été partagé en parties isométriques. Alors, par exemple, la partie ombragée représente 1/4 du rectangle. Alors, c'est une partie. Je vous rappelle qu'on parle du sens partie d'un tout. Le tout peut être un modèle de longueur. Par exemple, la partie verte représente 1/4 de la mesure du segment. Le tout peut être une collection. Le pingouin bleu représente 1/4 de l'ensemble des pingouins. Un petit rappel, ici on a une collection homogène, on utilise aussi les collections hétérogènes. Un autre sens de la fraction, quotient au résultat d'une division. Alors, on parle de division de 2 nombres. Par exemple, il y a 2 biscuits pour 3 enfants. Chaque enfant aura 2/3 d'un biscuit. Le sens rapport, on va parler de relation entre 2 quantités. Par exemple, mettre en relation les 5 étoiles rouges et les 10 étoiles bleues d'une collection. Fraction en tant que rapport. Le nombre d'étoiles rouges, qui est 5, représente 5 dixièmes du nombre d'étoiles bleues.
On met en relation les deux quantités. Si on traite cette collection en tant que partie d'un tout, le nombre d'étoiles rouges représente 5/15 du tout, soit le nombre total d'étoiles de la collection, qui est 15, donc d'où notre 5/15. Avant qu'on change le sens rapport, c'est un sens qui va être beaucoup retravaillé, réinvesti au secondaire, entre autres quand on va parler de rapport d'homothétie ou encore de rapport de similitude. Donc, c'est un sens qui va être grandement retravaillé au secondaire. Distinguer le rôle du numérateur de celui du dénominateur. Alors, cet aspect a été travaillé au 2e siècle et tout à l'heure, je vous disais, on verra plus tard là, une zone grisée. Alors, on en a un exemple ici pour le 3e siècle, c'est qu'on réutilise cette connaissance. Alors, par rapport au rôle du numérateur de celui du dénominateur, les activités qui demandent de compter les parties d'un tout une à une et de les mettre en relation avec le tout, développent la compréhension du rôle du numérateur de celui du dénominateur. Le dénominateur nous indique en combien de parties équivalentes l'entier a été divisé. Donc, l'élève compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, il sait qu'il s'agit de sixièmes. Alors ici, il a été divisé en 10, donc des dixièmes, en 12, des douzièmes. Le numérateur, quant à lui, nous informe du nombre de parties équivalentes considérées. Par exemple, ici, les parties en vert, on considère, il y en a 3, donc on va considérer 3 parties sur 6, donc 3 sixièmes. 6 dixièmes avec le cercle, et ici, on considère 10 partie du cercle sur 12, donc 10 douzièmes. Associer une fraction à une partie d'un tout, partie isométrique ou partie équivalente, hein, très important, on en a parlé tout à l'heure, ou d'un groupe d'objets et vice-versa. Même chose que pour distinguer le rôle du numérateur de celui du dénominateur. En fait, je l'ai dit à l'envers, du dénominateur de celui du numérateur. Ça a été travaillé au 2e cycle. Au 3e cycle, on réutilise cette connaissance. Que veut-on dire? Donc, ce qu'on veut, c'est représenter une partie d'un tout quand on connaît le tout. Par exemple, ici, je connais mon tout, qui est représenté par 2 hexagones. Quelle pièce de mosaïque géométrique représente un sixième? Alors, je recherche une partie. L'élève, par manipulation, va découvrir que la pièce bleue représente le 1/6 du tout. On peut aussi trouver le tout à partir d'une partie. Par exemple, on va plutôt donner la partie, on va dire quelle partie aux élèves, pardon, et on va demander de trouver le tout. Ça va lui demander de le construire, de construire ce fameux tout. Alors, la pièce bleue représente 1/6. Quel est le tout? L'élève utilise des pièces bleues pour construire le tout et découvrir qu'il s'agit de 2 hexagones. La même chose avec des collections. Représente 3/4 en utilisant des jetons. Donc, on donne le tout. Il y a 12 jetons. Maintenant, on veut en connaître une partie. L'élève va se servir de sa compréhension du dénominateur et du numérateur. D'abord, le dénominateur nous dit qu'il va partager en 4 parties, va diviser en 4 parties équivalentes. Donc, on va prendre ces 12 jetons, on va faire un partage divisé en 4. Et le numérateur nous dit qu'il doit considérer 3 parties. Donc, il va venir considérer 3 parties pour découvrir que le 3/4 de 12 jetons est 9. Comme tout à l'heure, hein, le vice-versa qu'on a dans notre élément, on va faire aussi, on va trouver un tout à partir d'une partie.
Donc, combien de jetons contient le tout? Si 9 jetons représentent 3/4, alors à l'inverse, on va venir construire une tout pour trouver qu'il y a 12 jetons. Peut-être avant que tu changes de diapositive, simplement pour dire que l'encadré fléché en bas à gauche, vous allez voir qu'il revient régulièrement pendant la présentation. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de répertorier quand on travaille un élément de la progression, comme par exemple ici, ce que Nathalie présentait, on était dans associer une fraction à une partie d'un tout ou d'un groupe d'objets et vice-versa. Quand on fait ça, en fait, c'est pas le seul élément de la progression qu'on peut travailler. On peut travailler aussi la représentation d'une fraction de différentes façons, distinguer le rôle du numérateur et du dénominateur et les réécrire une fraction. Alors, c'est là qu'on vient faire les liens entre différents éléments de la progression pour ne pas les voir en silo un après l'autre, mais voir les liens qui sont possibles de faire entre différents éléments de la progression. Alors, vous allez voir que cet encadré-là revient régulièrement. On tente de faire des liens entre les éléments. Vérifier l'équivalence de deux fractions. Alors, cet élément a débuté dès le 2e cycle et on poursuit au 3e cycle. Alors là, ici, la zone n'est pas grisée, hein? On n'est pas dans le réutilise la connaissance, c'est plutôt on continue cet apprentissage. Alors, vérifier l'équivalence de deux fractions. Excusez-moi. Ce qu'on va faire pour vérifier l'équivalence, par rapport à deux fractions, vous voyez, on va utiliser le même tout. Alors, pour vérifier l'équivalence de 2/3 est égal à 4/6, vous le voyez bien ici, on utilise les réglettes et là, on constate que le tout est le même, mais c'est le nombre de morceaux qui varie. On voit la même quantité qui est représentée. Même chose avec les deux cercles. On utilise le même tout pour représenter d'un côté le 2/3 et de l'autre côté 4/6. Quand on parlait dès le début, quand on a commencé à parler des fractions, je vous ai bien mentionné à l'aide de matériel concret ou de schémas. Alors, ici, on utilise du matériel concret, mais l'élève pourrait aussi faire un schéma. Par rapport à la collection, alors, on voit ici le 2/3 qui est représenté et on représente 4/6. L'encadré ici nous permet de voir l'équivalence de ces deux fractions. Encore une fois, comme Marie-Annick le disait si bien, vous avez dans l'encadré ici les différents éléments de la progression des apprentissages qui sont représentés en travaillant de cette façon à partir de matériel. Ordonner des fractions ayant un même dénominateur. Cet élément a été travaillé en 4e année. Ordonner des fractions, le dénominateur de l'une étant un multiple de l'autre ou des autres. Alors, on constate qu'au 3e cycle, c'est la première fois qu'on travaille cet élément. Même chose pour ordonner des fractions ayant un même numérateur. Alors, dans la progression, ça permet de voir aussi quels éléments ont été travaillés précédemment, mais aussi ceux pour lesquels la première fois que ça fera un apprentissage. Alors, ayant un même dénominateur, on en a parlé dès la 4e année. Alors, l'élève va venir placer à partir de son matériel de manipulation. On va utiliser aussi les différents modèles. Ici, on a utilisé des jetons. L'élève le place en ordre croissant 1/4, 2/4, 3/4. L'important d'avoir des discussions avec les élèves parce qu'ici, dans notre présentation, nous, on a considéré le jeton jaune. Hein? Considérer, vous vous souvenez, le rôle du numérateur, c'est considérer quelle partie a été considérée. Alors, dans notre exemple, on a considéré le jeton jaune. Mais un élève, lui, dans sa représentation, on pourrait voir, lui, il pourrait plutôt considérer les jetons bleus. Alors, il serait plutôt placé en ordre décroissant. L'importance d'avoir des discussions avec les élèves en classe.
Ayant le même numérateur, alors encore une fois, on utilise le même modèle pour les fractions qu'on veut placer en ordre croissant. Alors, le numérateur est le même. Première fois au 3e cycle qu'on fait cette manipulation, alors en ordre croissant, et ça permet aussi à l'élève de considérer que plus le dénominateur est grand, plus les parties sont petites. Aussi, autre chose que l'on pourrait faire par rapport à cet élément ayant un même numérateur, on pourrait demander à l'élève tout simplement de trouver une fraction plus grande que 5/12e, par exemple, et de discuter avec des pairs, de proposer différentes façons de faire, parce que là, on n'aurait pas qu'une seule fraction, mais plusieurs, et les élèves pourraient en discuter entre eux. Le dénominateur de l'une étant le multiple de l'autre. Alors ici, bon, dans notre présentation, on a placé 7/8, 3/4 et 1/2 en ordre décroissant. On s'est servi du matériel ici pour voir ce que représentait 7/8, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/8, 3/4 et 1/2, qui nous a permis de les placer en ordre décroissant. Cet apprentissage se fait au 3e cycle. Situer des fractions sur un axe de nombre, la droite numérique, cet élément aussi se fait à partir du 3e cycle. Donc, l'élève ne l'a pas fait précédemment quand on parle des fractions sur une droite numérique. Alors, on en a parlé tout à l'heure après la vidéo. Vous avez vu dans la vidéo, mais on en a parlé aussi sur la diapositive qui suit la vidéo par rapport à l'idée de partir de problèmes. Par exemple, l'enseignante pourrait proposer un problème aux élèves qui l'amènerait à placer les fractions suivantes sur une droite numérique. De quelle façon l'élève va le faire? Alors, on lui a demandé de placer 1/4, 3/8 et 3/2. Je vous fais remarquer sur notre droite numérique, on a partagé de 0 à 1 en 8 graduations, hein, parce qu'ici, on a 3/8. Alors, l'élève ici, par ses représentations, va représenter 1/2, va constater que 1/2 est équivalent à 2/4. Alors, il va venir travailler dans la flèche l'équivalence de 2 fractions. Alors, il va considérer, pardon, que 2/4 est équivalent à 1/2. Pour placer le 1/4, il va se dire, ben, 1/4, c'est ici, donc c'est la moitié de la demi. Alors, il va venir placer son 1/4. Encore une fois, par l'équivalence des fractions, il va voir que 4/8 est équivalent à 2/4. Alors, à 1/2 plutôt, pardon. Alors, 4/8 est équivalent à 1/2. Donc, le 3/8 va être situé à cet endroit. Pour placer le 3/2, alors encore là, l'élève utilise son matériel, constate qu'un entier, c'est équivalent à 2/2, puis ajoute ensuite une autre demi, c'est ce qui lui permet d'aller placer 3/2, il va constater que c'est équivalent à 1 et 1/2, il va aller le placer sur sa droite numérique au bon endroit. Comparer une fraction à 0, à 1/2 ou à 1 élément qui a été travaillé au 2e cycle. Alors, l'élève va se servir aussi de cet apprentissage pour venir situer différentes fractions. Associer un nombre décimal ou un pourcentage à une fraction dès 4e année.
Associer une fraction à un nombre décimal, quelque chose qui a été travaillé au 2e cycle, et au 3e cycle, associer une fraction ou un pourcentage à un nombre décimal. Alors, pour que cette association soit plutôt axée sur la conceptualisation que sur l'habileté, on va utiliser des représentations. Comme ici, on a représenté 6/15e. Alors, on constate, à partir du même tout, sauf que le nombre de morceaux qui varie, on constate que 6/15e est équivalent à 2/5e. Une autre représentation équivalent à 4/10e. Et là, on arrive avec notre notation décimale de 4/10e. Et par rapport au pourcentage, on va venir constater que 6/15e, 2/5e, etc. est équivalent à 40%, d'où notre 40 centièmes. Et ce qui explique aussi le 0 de 40 centièmes. Ici, on a 4/10e. Souvent, on va avoir tendance à dire, ben, tu as juste à ajouter un 0. Maintenant, quand on veut axer sur la compréhension, sur la conceptualisation, ben, ici, ces représentations expliquent le 0 qu'on vient placer. Représenter des nombres décimaux de différentes façons, reconnaître des représentations équivalentes, composer, décomposer, reconnaître des expressions équivalentes. Alors, au 2e cycle, on a travaillé les nombres décimaux jusqu'à l'ordre des centièmes. Au 3e cycle, on va les travailler jusqu'à l'ordre des millièmes. Donc, les élèves ont déjà amorcé un travail par rapport aux nombres décimaux. Alors, quand on a recours à du matériel en base 10 pour représenter les nombres décimaux, l'idée, c'est de réfléchir sur la relation entre les diverses pièces. Par exemple, si la plaque représente le 10e, la barre représente le centième et le cube représente les millièmes. Le petit cube et le gros cube, quant à lui, va représenter les unités. Alors, on représente ici 14 millièmes en utilisant le petit cube et on va procéder à l'échange. On va regrouper 10 petits cubes. On va faire l'échange. On va avoir une barre et 4 petits cubes, 1 centième et plus 4 millièmes donne 14 millièmes. On va utiliser aussi pour représenter les nombres décimaux le tableau de numération. Alors, dans le tableau de numération, chaque jeton représente 1. Comme par exemple, ici, nous avons 12 jetons, donc 12 dixièmes. Encore une fois, on va regrouper, on va faire l'échange pour avoir une représentation équivalente, une unité et 2 dixièmes. Par rapport au ABAC, ici, on a mis une décomposition possible, mais il y en a d'autres. Alors, sur notre première ABAC, on a représenté 5 et 742 millièmes. Ici, on a 5 unités, 7 dixièmes, M. Alors, on est venu travailler à partir de représentations, la composition et les représentations équivalentes, etc. Alors, l'idée, on peut proposer des problèmes. Les élèves représentent les données de ce problème aussi avec du matériel et vont venir travailler, comme Marianne l'a nommé tout à l'heure, tout ce qui est indiqué dans la flèche qui contient les éléments de la progression des apprentissages. Lire et écrire des nombres et connotations décimales, comprendre le rôle de la virgule. Alors, on l'a travaillé dès le 2e cycle, ces deux éléments. On l'a vu tout à l'heure, on a parlé de jusqu'à l'ordre des centièmes.
Alors, l'élève, hein, on a parlé aussi dans les nombres naturels du système de numération organisé. Alors là, l'élève, dès le deuxième cycle, a découvert que la valeur de position du nombre décimal, les valeurs de position, pardon, sont une continuité des valeurs de position des nombres naturels. Hein? Alors, ça se prolonge. L'emploi de la virgule décimale est une convention adoptée pour indiquer la position des unités qui est juste à sa gauche. C'est bien la gauche? La virgule aussi sépare la partie entière de la partie décimale. Et la manière de lire un nombre décimal, on va dire 8 et 256 millièmes, ceci va aider les élèves à bien comprendre ce que c'est qu'un nombre décimal et à éviter aussi des erreurs qui l'amèneraient, par exemple, à considérer les deux parties comme étant des nombres naturels. Là, il considère vraiment le 256 millième. Situer des nombres décimaux sur un axe de nombres entre deux nombres naturels consécutifs dès le deuxième cycle. On a débuté en 4e année, comparer entre eux des nombres décimaux, ordonner des nombres décimaux. Si on a regroupé tous ces éléments, c'est que on propose, hein, encore une fois, à l'aide de problèmes simples en classe, l'élève va être amené à comparer des nombres décimaux. Dans notre exemple, on utilise 5 et 65 centièmes comparé à 5 et 265 millièmes. Vas-y, Marianne. On illustre deux raisonnements d'élèves, deux raisonnements qu'un élève pourrait déployer pour pouvoir comparer ces deux nombres décimaux. Donc, à gauche, c'est un élève qui va décider d'y aller avec une droite numérique. Et puis, là, ici, on voit qu'il a représenté sa droite entre 5 et 2 dixièmes et 5 et 7 dixièmes, parce qu'il sait que les deux nombres se situent entre ça. Et à tour de rôle, sur la droite numérique, donc, il serait en mesure d'aller placer 5 et 65 centièmes. Il irait le placer entre 5 et 6 dixièmes et 5 et 7 dixièmes parce qu'il y a une bonne compréhension. Il sait que ça va se situer là. 5 et 265 millièmes, on va aller le placer tout de suite après le 5 et 2 dixièmes. Et avec cette représentation-là, il est capable de comparer, de savoir lequel des deux est plus grand et plus petit. Ici, c'est important de peut-être soulever le fait que c'est important de varier la graduation. Donc là, ici, on l'a mis entre 5 et 2 dixièmes et 5 et 7 septièmes. C'est pas obligé d'être nécessairement entre des entiers qu'on fait la droite numérique. Puis tout ce travail-là qui est fait avec les droites numériques va aussi être grandement réinvesti au secondaire quand on travaille avec les plans cartésiens, graduer les axes, l'axe des X, l'axe des Y. Donc, tout ça va être investi et retravaillé. Alors, par rapport à nos deux nombres décimaux que l'on compare, un autre élève, alors là, comme Marianne le disait, ce sont des raisonnements possibles d'élèves, il y en a d'autres. L'idée, c'est de leur permettre de partager leur raisonnement avec leur père, avec la classe, pour que chacun puisse peaufiner sa façon de faire, aussi en découvrir de nouveaux, voir lequel est le plus efficient. Alors, un autre élève, lui, pourrait dire 5 unités et 65 centièmes est équivalent à 5 unités et 650 millièmes. Et là, venir le comparer avec son 5 unités et 265 millièmes, il voit bien que le 5 unités et 650 millièmes est plus grand. On arrive maintenant à la deuxième section de la progression des apprentissages. Alors, on va passer au sens des opérations. Alors, cette section ne sera pas longue. On va attirer votre attention. Dans la progression, on parle que l'élève sera amené à mathématiser une variété de situations illustrant différents sens des opérations. Il le fera de façon concrète, semi-concrète ou symbolique. Alors, on va vous parler du concret, du semi-concret et
symbolique. À partir d'objets facilement manipulables, les blocs emboîtables, les jetons, le matériel base 10. Semi-concret, l'élève va illustrer les objets concrets qu'il a utilisés précédemment. Il va utiliser aussi différents supports, les bandes de nombres, les grilles de nombres, les droites numériques. On voit toute l'importance de ce travail. Ils vont pouvoir réinvestir pour représenter, pour traduire différentes situations. Et par la suite vient la symbolique. On va utiliser des symboles et l'élève va être en mesure de décrire ces symboles et ce qu'il fait. Dans le sens des opérations, la raison pour laquelle la section elle est très courte, comme Nathalie disait, c'est que tout ce qui touche, donc l'énoncé, traduire une situation à l'aide de matériel concret ou de schémas ou d'équations et vice-versa. Donc, l'exploitation des différentes multiplications et de la division, donc les structures additives et multiplicatives, toute cette section-là va faire l'objet d'une séance d'information un peu sur le même principe que ce que vous vivez ce matin. Alors, on a retiré cette section-là pour en faire une séance d'information qui aura lieu dans le courant de l'hiver, en janvier ou en février. L'information officielle sera envoyée dans le réseau comme ça a été fait pour les séances d'information de l'automne. Donc, tout ça viendra dans un deuxième temps. Mais quand même, on a parlé de concret, semi-concret, symbolique, parce qu'on va l'utiliser aussi dans les opérations. Et donc, voilà, on arrive à la dernière section de la progression, des opérations. Alors, par rapport aux opérations, lorsque l'élève est en présence d'une situation qui nécessite un calcul, sa première décision consiste à déterminer s'il s'agit d'un calcul, d'un résultat, s'il a besoin d'un résultat approximatif ou s'il a besoin d'un résultat exact. Dans le cas où il aurait besoin d'un résultat exact, l'approximation va lui servir à vérifier la pertinence de ces résultats ou aussi déceler d'éventuelles erreurs. L'approximation, l'élève peut procéder par estimation ou arrondissement. On va vous le définir davantage sur une prochaine diapositive. Et quand on demande un résultat exact, l'élève peut procéder par stratégie de calcul mental, stratégie de calcul écrit, utiliser la calculatrice dans certains cas, certaines applications sur l'ordinateur ou la tablette. Alors, comme Nathalie disait, on va regarder un petit peu plus en détail qu'est-ce que l'approximation, l'estimation ou l'arrondissement. Alors, une approximation, c'est une grandeur que l'on accepte comme suffisamment voisine d'une grandeur. Elle est obtenue par deux façons, donc soit au moyen de l'estimation ou de l'arrondissement. Alors, si on regarde l'estimation dans un premier temps, l'estimation, c'est une valeur approchée d'une grandeur et c'est basé sur des repères, un sous-ensemble ou encore le raisonnement proportionnel. L'arrondissement, de l'autre côté, alors c'est une substitution à un nombre d'un autre nombre qui lui est proche de manière à faciliter les calculs selon une valeur de position donnée. Alors, selon le contexte du problème, un arrondissement peut se faire à l'unité, à la dizaine, à la centaine, au dixième, au millième. Donc, ça dépendra du contexte du problème et de ce qui semble le plus pertinent. On a des exemples dans quelques instants. Alors, par rapport à faire une approximation du résultat, l'addition, soustraction, on parle des nombres naturels. On a travaillé au premier cycle par rapport aux opérations d'addition-soustraction. Par rapport à l'une ou l'autre des opérations des nombres naturels, on a travaillé dès le deuxième cycle. Quand on parle des nombres décimaux, on parle de faire une approximation du résultat de l'addition de la soustraction. Dès le deuxième cycle. Et par rapport à la multiplication et la division, ce sera la première fois qu'on travaillera au troisième cycle. Quand je dis c'est la première fois, c'est ce que la progression dit maintenant. C'est ce que la progression dit. Alors, l'approximation permet à l'élève de vérifier la vraisemblance de
de ses résultats. Alors, pour faire une approximation de 15 et 56 centièmes multiplié par 12, l'élève choisit des nombres qui se prêtent bien au calcul quand on parle d'estimation. Donc, ici, dans notre exemple, il va utiliser 16 multiplié par 10 qui lui donne un résultat approximatif de 160. Alors, un autre élève pourrait décider, lui, d'y aller avec un arrondissement et dans ce cas-ci, décide d'arrondir selon l'unité. Alors, 15 et 56 centièmes devient 16, puis 12 est déjà arrondi à l'unité. Fait le calcul 16 fois 12 qui va lui donner 192. Donc, ici, il a appliqué une procédure selon une valeur de position donnée, puis dans ce cas-ci, c'était l'unité. Développer des processus de calcul mental. Alors, par rapport aux processus de calcul mental, on va les travailler avec les nombres décimaux. Au premier cycle, c'est la somme ou la différence. Dès le deuxième cycle, on va parler de produits quotients de deux nombres naturels. Par rapport aux nombres décimaux, les processus de calcul mental, additionner, soustraire des nombres décimaux dès le deuxième cycle, effectuer des opérations sur des nombres décimaux, multiplication, division. Troisième cycle, on va multiplier et diviser par 10, par 100 et par 1000 aussi, pour nos centièmes, millièmes, etc. Alors, pour calculer 620 multiplié par 5, l'élève peut procéder ainsi. Alors, on a deux exemples de stratégies ou de raisonnement qu'un élève pourrait mettre en place. Alors, le premier élève, lui, sait que 5 est la même chose, est équivalent à 10 divisé par 2. Alors, on va remplacer 5 par 10 divisé par 2. Et donc, on est en calcul mental, va faire 620 fois 10 qui se calcule bien, ça donne 6200. Puis ensuite, va diviser par 2 qui lui donne 3100. Un autre élève va décomposer son 620, multiplier 600 par 5, multiplier 20 par 5 et va additionner les deux résultats pour obtenir 3100. L'idée, c'est la suivante. En travaillant de cette façon-là, en laissant les élèves exprimer leurs différents résultats, on accepte la flexibilité au niveau du calcul et on vient travailler tous les éléments qui sont dans la flèche. Alors, l'idée, c'est que l'enseignant puisse reprendre les différents raisonnements, mener des discussions avec les élèves par rapport aux différentes façons de faire et de voir s'il y a une façon plus efficiente que l'autre. Alors, on est encore dans les processus de calcul mental par rapport aux nombres décimaux. Pour calculer 34 et 2 dixièmes plus 10 et 9 dixièmes, l'élève peut procéder ainsi. Alors, un premier élève pourrait décider d'y aller par décomposition. Alors, décompose 34 et 2 dixièmes qui devient 34 plus 2 dixièmes. Applique la même stratégie avec qui va devenir donc 10 plus 9 dixièmes. On regroupe ensuite les nombres naturels, 34 plus 10, et regroupe ensuite les nombres décimaux. Alors, il obtient 44 plus 1 et 1 dixième, puis finalement, qui lui donne 45 et 1 dixième. Un autre élève ici, pour le 10 et 9 dixièmes, va venir ajouter 1 dixième pour compléter, pour procéder à l'échange. Mais puisqu'il l'a ajouté sur ce nombre, il va venir l'enlever, parce que quand on parle d'égalité, l'élève a bien compris ce principe. Alors, il va venir faire les additions et trouver 45 et 1 dixième comme réponse. Par rapport au nombre naturel, les processus de calcul écrit, par rapport à la multiplication, la division, produit d'un nombre naturel à 3 chiffres par 2 chiffres, on parle de conventionnel au troisième cycle. Au deuxième cycle,
On était dans les processus personnels. Ceci ne veut pas dire de laisser tomber les processus personnels au 3e cycle. Non, hein, on en a parlé tout à l'heure. Au niveau de la flexibilité par rapport au calcul, c'est très important. Ce qu'on veut, c'est que l'élève comprenne le conventionnel et puisse s'en servir comme un processus parmi tant d'autres. Par rapport aux nombres décimaux, développer des processus de calcul écrit, multiplier des nombres décimaux dont le produit ne dépasse pas la position des centièmes et diviser un nombre décimal par un nombre naturel inférieur à 11. Alors ici, ce qu'on vous représente, on vous représente ce qui est fait au 2e cycle. Hein, l'élève a eu plusieurs occasions de manipuler du matériel de base 10, se représenter en fait l'algorithme. Par exemple, 135 multiplié par 4. Qu'est-ce qu'on voit ici? J'ai 5 unités 4 fois, ça fait 20. Donc, on va amener l'élève à comprendre que la retenue ici, en fait, là, c'est notre 20, hein, c'est nos 2 dizaines. Même chose ici par rapport au... je l'avais écrit, pardon. 12, 14, pardon. 14 dizaines. Alors, je dirais que 12, 13, 14 dizaines, on l'a ici, on vient le voir aussi. C'est ce qu'on veut amener l'élève à considérer, à voir, qui va lui expliquer la symbolique, le pourquoi il le fait. Aussi par rapport à la division. Alors, on a 426 divisé en 3. Alors, dans un premier temps, on va prendre une centaine qu'on va répartir dans chacun des groupes. Il m'en reste une. Alors, c'est ce que je vois ici. Je vais faire l'échange pour avoir 10 dizaines. Alors, j'ai 12 douzaines en tout. C'est ce qu'on voit ici. Hein, c'est ce qu'on veut amener l'élève à voir. Comme je disais tout à l'heure, ça lui explique bien la symbolique. Alors, le passage du concret vers le semi-concret, vers la symbolique. Au 3e cycle, on veut travailler les processus conventionnels. Les nombres sont plus grands aussi, donc ça va être plus efficient dans certains cas d'utiliser ces processus conventionnels. Mais aussi, comme on l'a dit, on travaille aussi les processus personnels. On veut qu'il y ait de la flexibilité au niveau des calculs. Alors, un exemple, pour calculer 426 divisé par 6, l'élève peut procéder ainsi. Alors, il sait que 2 fois 3 donne 6, donc il va diviser dans un premier temps par 2, ce qui va lui donner 213, et il va diviser par la suite par 3 pour obtenir son résultat. Un autre élève pourrait décider de décomposer encore une fois. Alors, 426 va le décomposer en 420 plus 6 et va diviser ensuite chacune des parties par 6. 420 divisé par 6 qui lui donne 70, puis 6 divisé par 6 qui donne 1. Alors, il arrive au résultat de 71. Alors, les différentes stratégies utilisées par les élèves, on en a parlé. On permet aux élèves de les partager à leur pairs et en classe. Un exemple de processus de calcul écrit avec les nombres décimaux. Alors, pour calculer 15 et 3 dixièmes multiplié par 3 et 2 dixièmes, l'élève peut procéder ainsi. Alors, un premier élève, lui, pourrait décider d'y aller avec une multiplication de nombres naturels. Alors, il va multiplier 153 fois 32. Sauf qu'il se dit, 153, c'est 10 fois plus gros que ma quantité de départ qui était 15 et 3 dixièmes. Puis 32, même chose, c'est 10 fois plus gros que le nombre initial qui était 3 et 2 dixièmes. Alors, fait son calcul, 153 fois 32, et à la toute fin, va diviser par 10 une première fois et par 10 une deuxième fois, étant donné que les nombres qu'il avait utilisés pour son calcul étaient 10 fois plus élevés.
Alors, l'élève se sert de ce qu'on a vu tout à l'heure, divisé par 10, par 100, un élément de la progression des apprentissages. Il utilise aussi sa compréhension de ce système de numération organisé. Un autre élève peut faire une approximation de la partie, dans le fond, on va faire 15 fois 3 comme approximation pour trouver 45. Alors, on va se dire que le résultat devrait être près de 45. Il va faire sa multiplication sans tenir compte de la virgule pour ensuite, il obtient 4896 en ne tenant pas compte de la virgule, mais comme son approximation était 45, il va venir placer sa virgule après le 48. Encore une fois, l'idée, c'est que l'enseignante revienne avec les différentes façons de faire des élèves, qu'elle mène une discussion en classe pour voir ces différentes façons de faire. Et s'il y a lieu, parfois, certaines sont plus efficientes que d'autres. Par rapport au répertoire mémorisé, l'addition, alors, il y a eu une construction au premier cycle, on a développé des stratégies dès le premier cycle et la maîtrise est en troisième année. Les stratégies aussi, là, on les a travaillées en troisième année. Par rapport à la multiplication et la division, on construit des stratégies au deuxième cycle. Dès le deuxième cycle, on développe des stratégies et la maîtrise des faits numériques de la multiplication et de la division est en cinquième année. Alors, au deuxième cycle, les élèves vont se représenter différents problèmes avec du matériel de manipulation qui vont les amener à faire cette construction des faits numériques. On va travailler les relations entre les nombres, comme par exemple un élève à qui on demande 2 fois 3. Il sait que 2 fois 2 et 4. Donc, sa stratégie, lui, ce sera d'ajouter 2 au résultat ici pour découvrir 6. Alors, tout ce qui est relation entre les nombres. Par rapport aux relations entre les opérations, il y a l'idée que la multiplication, l'opération inverse de la division, on peut les travailler en simultané. Par exemple, lorsque les élèves unissent 4 groupes de 5, donnent 20, quand ils vont répartir ces 20 éléments en 4 groupes, ils vont découvrir que chaque groupe a 5 éléments. On va travailler aussi la commutativité. On va construire, par la suite, ça va devenir une stratégie utilisée par les élèves. On va chercher des régularités dans les... Oui, on va chercher des régularités, par exemple, des sites de multiples, de 2, de 5, etc. Les différentes stratégies, l'effet numérique avec 0 et 1, la multiplication avec 5, on en a parlé, la relation inverse, les doubles, doubler le nombre et ajouter une autre fois, la commutativité, etc. On parle de maîtrise en cinquième année. La maîtrise, quand les stratégies sont développées, on va les réutiliser, on va automatiser ces stratégies à l'aide de cartes éclairs, à l'aide de jeux, à l'aide parfois de matériel reproductible. Certains élèves vont retenir par cœur quelques faits numériques, mais vont avoir aussi des stratégies qui vont être utiles pour les faits numériques. Déterminer la divisivité d'un nombre par 2, 3, 4, 5, bon, c'est la première fois qu'on travaille au troisième cycle. Alors ici, on a illustré le critère de divisivité par 3. La divisivité d'un nombre, il existe des règles qui permettent de déterminer rapidement la divisivité d'un nombre par un autre nombre. Pour bien comprendre ces règles, il faut analyser comment s'opère la division de ce nombre. Alors, on vous propose ici, parce qu'on trouve intéressant de le travailler de cette façon en classe, plutôt que de donner une règle à apprendre par cœur. Parfois, on ne comprend même pas là, pourquoi cette règle fonctionne. Donc, ici, ça permet de venir voir, de venir expliquer mathématiquement ce qui se passe. Par exemple, la règle de divisivité par 3 est la suivante. Un nombre naturel est divisible par 3 si la somme des chiffres qui le composent est divisible par 3. Qu'est-ce qui explique cela?
Dans le fond, si on analyse comment s'opère la division par 3, quand je divise 100 par 3, il y a toujours un reste de 1. On peut utiliser le matériel multibase. Alors là, j'aurai un petit cube unité. Quand je divise 10 par 3, il y a toujours un reste de 1 aussi. On pourrait utiliser, comme je dis, les multibases, un cube unité. Alors, 426, si je le décompose, à chaque fois qu'il y a un 100 dans ma décomposition, bien, il y a un reste de 1. Hein? On l'a expliqué ici. Alors, pour le 10 aussi. Et on a nos 6 unités. Quand j'additionne les restes et mes 6 unités, on peut voir aussi les petits cubes, j'aurai 12 petits cubes. Et ces 12 petits cubes-là divisés par 3, il n'y a pas de reste. Ça explique ce critère de divisibilité. Alors, l'idée pour les critères de divisibilité, c'est d'amener les élèves à analyser comment s'opère la division par ce nombre. De cette façon, on travaille tous les éléments que l'on retrouve ici dans la progression des apprentissages. Par rapport aux chaînes d'opération, en respectant la priorité, c'est aussi la première fois au 3e cycle que c'est travaillé. Alors, on a traduit une situation à l'aide d'une chaîne d'opération pour les nombres naturels. On a aussi pour les nombres décimaux. La priorité des opérations dans un contexte de résolution de problème dépend du sens du problème. Alors, quand on traduit une chaîne d'opération, ça dépend du sens. On en a écrit un exemple ici. Luc imprime 10 recueils de textes au coût de 5 $ chacun. Pour relier les textes, il y a des frais de 50 sous par recueil. Combien lui coûte 10 recueils de textes? Donc, on va prioriser ici l'addition, hein, parce qu'on veut calculer le coût total pour chaque recueil. Et on va multiplier par 10 par la suite pour trouver le coût total qui est 55. Donc, ça dépend du sens du problème. Sinon, c'est sûr que s'il n'y a pas de contexte, on est dans une chaîne d'opération sans contexte. Alors là, il faut suivre des règles. Alors, les règles, on les a remis là. Donc, parenthèse, exposant, division, multiplication, addition, soustraction. Donc, c'est ce que parfois on va nommer paix de masse. Alors, ce truc-là va être utilisé seulement quand il n'y a pas de contexte, quand on ne peut pas se fier à une mise en situation, comme par exemple que Nathalie vient de présenter. Alors, on va suivre là, parenthèse, exposant, division, multiplication, addition, soustraction. Cette priorité d'opération-là va aussi être beaucoup réutilisée au secondaire, comme par exemple quand ils vont faire des chaînes d'opérations avec en algèbre. Alors, ils vont réutiliser cette priorité-là. Mais idéalement, on se fie au contexte quand il y en a. Par rapport aux fractions, alors on traite des fractions dans les opérations. Construire un ensemble de fractions équivalentes, réduire à sa plus simple expression, additionner et soustraire des fractions dont le dénominateur de l'une est le multiple de l'autre et multiplier par un nombre naturel une fraction. Alors, ici, construire un ensemble de fractions équivalentes, alors on n'a plus de deux fractions. Alors, l'idée, ici, bon, on découvre l'équivalence. Alors ici, on part de la plus petite dans la plus grande, mais dans la fraction réduite, pardon. La fraction réduite. Parfois, on peut avoir une fraction qui n'est pas réduite. On doit passer par la réduction pour en découvrir des plus grandes. Alors, c'est de varier nos façons de faire. Multiplier un nombre naturel par une fraction. Alors, on a un problème ici. Jérôme a versé 3 litres de lait dans chacun de 4 verres. Quelle quantité de lait a-t-il utilisé? Alors, l'élève, on n'oublie pas les fractions à l'aide de matériel concret ou de schéma. Alors, l'élève ici pourrait utiliser du matériel ou pourrait faire un schéma. Alors, il représente ces 3/5 litres de lait dans chacun des verres. On va venir faire le cumul pour découvrir qu'il y a 12/5 litres de lait.
2/3 de 24, l'élève va utiliser sa compréhension du rôle du numérateur, celui du dénominateur, pour venir 24 partagé en 3, alors on va faire ces 3 groupes de 8 et il va considérer 2 de ces groupes pour découvrir 16. Alors là, on peut le faire avec des jetons, mais on est dans les opérations, on va utiliser plutôt cette façon de faire. Par rapport à l'utilisation des nombres, alors, au 3e cycle, on exprime en notation fractionnaire un nombre écrit en notation décimale et vice-versa. Exprimé par un pourcentage, un nombre exprimé en notation décimale et vice-versa. On va choisir une forme d'écriture appropriée selon le contexte. Alors, l'idée, c'est d'amener l'élève à, si on peut dire, jongler un peu avec ces différentes écritures. Alors, on a ici une représentation. Les élèves subdivisent le tout en 100 parties égales, soit les centièmes. De cette manière, ils peuvent reconnaître qu'un quart est une fraction équivalente à 25 centièmes. Ils vont venir aussi représenter en notation décimale. Alors, c'est de faire toutes ces associations. Par rapport au pourcentage aussi, ici, on a un vélo à 75 lequel a un rabais de 20 %. Alors, c'est par le passage à la notation fractionnaire, 20 %, c'est 1/5. Puis l'élève va se servir aussi de ses apprentissages réalisés par rapport à la fraction équivalente. 20 sur 100, c'est équivalent à 1/5. Alors, il va partager 75 en 5 parties et il va considérer le rabais ici de 1/5 qui est le rabais. On peut aussi calculer le fameux 15 % d'un nombre. Les élèves, par exemple, 15 % de 300. Rapidement, les élèves voient que 30 est le 10 % et que pour le 5 %, ils vont diviser le 30 en 2 pour découvrir 15. Alors, de les amener à jongler avec les nombres. Alors, voilà qui conclut pour les différents éléments en arithmétique dans la progression des apprentissages au 3e cycle du primaire. Tout au long de la présentation, on a essayé de faire ressortir ces différents éléments qu'on a remis en fait ici dans la présentation, qui reprennent un peu aussi ce qui était nommé dans la vidéo du début. Alors, les choix pédagogiques et didactiques de l'enseignant doivent faire en sorte que l'élève raisonne, recherche et met en place des stratégies, qu'il explique sa démarche de raisonnement, qu'il fasse part de sa compréhension d'une situation ou d'un concept, qu'il construise le sens des concepts et des processus et qu'il les lie entre eux, qu'il utilise des modèles ou des outils pour l'apprentissage, qu'il compare son processus de réflexion à celui des autres, puis qu'il ajuste ses stratégies pour qu'elles soient les plus efficaces possibles et ultimement qu'il réfléchisse sur sa pratique. Alors, vous avez ici, en terminant, toute notre bibliographie complète. Sinon, on vous laisse aussi avec différentes ressources, différents sites Internet qui peuvent être intéressants pour vous. Dans un premier temps, le site du ministère de l'Éducation sur lequel vous pouvez retrouver tous les documents officiels, programmes, progression, cadres d'évaluation et bien plus encore, toutes les informations concernant les épreuves, etc. Alors, vous avez l'adresse à l'écran. Sinon, un site qui est très, très intéressant, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais le site Livres ouverts, pour ceux qui avaient assisté à nos 2 autres présentations, pour le 1er et le 2e cycle, on avait fait un petit clin d'œil à ce site-là. Alors, c'est un site qui propose toutes sortes de lectures d'ouvrages jeunesse et il y a une section qui s'appelle « Lecture dans toutes les disciplines ». Il y a un moteur de recherche qui est là et vous pouvez donc sélectionner mathématiques. Vous pouvez même ensuite aller spécifier pour quel cycle du primaire ou du secondaire. Et on va vous sortir une liste de suggestions d'ouvrages qui sont en lien avec les critères de recherche que vous avez fait. Donc, vous irez jeter un œil, c'est fort intéressant ce qu'il propose. En bas à gauche, donc, de l'arithmétique à l'algèbre, le passage du primaire au secondaire.
C'est le site d'une communauté de pratique qui est formée de didacticiens et de conseillers pédagogiques d'un petit peu partout dans la province. Alors, sur ce site-là, vous allez trouver différentes activités qui favorisent justement le passage de l'arithmétique à l'algèbre par des actions, des activités qu'on peut mettre en place dès le primaire. On peut favoriser le développement de la pensée algébrique chez les jeunes. Alors, sur ce site-là, vous trouverez toutes sortes de tâches qui sont en lien justement avec ça. En haut à droite, on vous parle du site du domaine de la mathématique ou encore le site domaine MST. C'est un site qui est géré en collaboration avec le Service national du récit Maths Sciences Techno. Alors, sur ce site-là, vous allez trouver toutes sortes d'informations encore une fois. Il y a une section qui s'appelle Formation. Alors, c'est toutes sortes de documents qui ont été produits par l'équipe des programmes de mathématiques au fil des années. Les documents ont été déposés dans la section Formation. Il y a aussi, une section pour les conseillers pédagogiques. Là, je pense qu'il y en a plusieurs ce matin qui sont branchés. Vous irez jeter un œil là-dessus. Puis, il y a une section également qui propose différentes situations d'apprentissage et d'évaluation, donc des SAE, qui ont été partagées par des gens du réseau, donc qui ont été développées par des gens dans le réseau pour les gens du réseau. Alors, ce n'est pas le ministère de l'Éducation qui a fait ça. Donc, il y a des SAE qui sont disponibles, elles sont classées par niveau du primaire et... Oui, voilà, elles sont classées par niveau du primaire. Il y en a aussi pour le secondaire, si jamais il y a des CP qui sont également au secondaire. Les SAE sont protégés par mot de passe pour éviter que des parents ou des élèves tombent là-dessus. Alors, je vais vous le donner à l'instant et je pense que Marc-Claude va aussi l'écrire dans le clavardage. Alors, le mot de passe pour accéder, pour ouvrir les SAE, est Pascal, P-A-S-C-A-L. Donc, ça, c'est le mot de passe. Et sinon, dernière ressource, c'est le lien vers la chaîne YouTube du ministère de l'Éducation. Alors, il y a différentes listes de lectures qui sont proposées, entre autres, en ce qui concerne la culture à l'école. La vidéo qu'on vous a présentée un petit peu plus tôt aujourd'hui, elle est sur la chaîne YouTube également. Donc, une autre ressource à explorer. Et voilà, en terminant, vous avez nos coordonnées à Nathalie et moi, nos adresses courriel. On va prendre le temps là, de regarder les questions, mais peut-être que si, après la présentation d'aujourd'hui, vous repensez à quelque chose, vous auriez aimé creuser davantage un des sujets qu'on a présentés, à ce moment-là, vous pouvez nous écrire un courriel, ça nous fera plaisir de donner suite. Alors, ben voilà, c'est ce qui conclut. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de vous brancher avec nous ce matin. Je vois qu'il y a eu beaucoup d'échanges dans le clavardage aussi. Je jetais un œil à l'occasion. C'est intéressant parce que parfois les gens se répondaient entre eux. Donc, tant mieux si ça suscite de beaux échanges et que vous pouvez repartir avec des inspirations ou différents trucs que vous pourrez réutiliser dans votre classe ou si vous êtes CP que vous pourrez partager à vos enseignants. Alors, le but, c'est ça, c'est que ça serve. Alors, je vous remercie de votre attention. C'est pas toujours évident. Comme Marianne disait, il y a eu beaucoup d'échanges dans le clavardage et même si je veux pas regarder, parfois mon attention à aller voir, ça m'intéressait. On va prendre le temps de regarder tout ce que vous avez écrit, vos questions. On vous remercie beaucoup pour votre présence. Est-ce qu'on